Salut, dans cette vidéo on va corriger donc un exercice sur le chapitre mouvement dans un champ de gravitation. Donc c'est un exercice qui s'appelle satellite GPS. On y va tout de suite. Alors on va commencer par l'énoncé. Donc le système GPS, donc Global Positioning System, utilise une constellation de satellites en orbite autour de la Terre. Donc ces satellites se déplacent sur des orbites circulaires à une altitude h égale 20 200 km au-dessus de la surface terrestre. Donc là tu vois c'est un petit énoncé, donc 3 lignes, donc j'ai décidé de le lire en entier. S'il avait été plus long, donc à partir de 5 lignes, moi je dis, je saute l'énoncé et je vais voir directement la première question, tu vois, 3 lignes là, bon, ça passe. Alors, tu as les données qui sont juste en dessous, donc forcément dans les données, il n'y a que des choses importantes. Et dans l'énoncé, tu peux aussi surligner donc ce qui paraît important. Donc en général, c'est les données chiffrées. Tu vois ici, tu as H qui est égal à 20 200 km. Alors tu peux regarder s'il y a d'autres données éventuellement. Donc on te dit orbite circulaire, tu vois, ça peut être important pour la suite aussi. Au-dessus de la surface terrestre, non, voilà, il n'y a que ça. Et forcément dans les données, tout est important, mais tu peux quand même surligner les valeurs numériques. Voilà. Donc on reviendra sur ces valeurs tout à l'heure. Donc tu as là le rayon de la Terre, la constante de gravitation et la masse de la Terre. Voilà, on va passer à la première question tout de suite. Allez, première question. Donc pour étudier le mouvement d'un satellite GPS, quel référentiel d'étude est le plus approprié? Donc justifiez votre réponse. Donc en terminale, a priori, tu connais trois types de référentiels, donc le référentiel terrestre, le référentiel géocentrique et le référentiel héliocentrique. Donc là, il faut bien comprendre que géocentrique, ça veut dire centré sur la Terre, héliocentrique, centré sur le Soleil, d'accord? Terrestre, on va pas l'utiliser ici parce que c'est par rapport au sol terrestre. Donc là, comme tu as un satellite qui est autour de la Terre, en fait, on va le référencer, si tu veux, par rapport au centre de la Terre. Donc on va prendre plutôt géocentrique. Donc pour le justifier, tu as juste à dire le satellite GPS tourne autour de la Terre, donc le référentiel géocentrique est le plus adapté pour l'étude. Voilà, ça suffit. Alors on y va pour la deuxième question. Donc dans le référentiel choisi, le satellite décrit un mouvement circulaire uniforme. Bon, tu vois, des fois, on te donne des trucs entre les questions. Donc parfois, ça peut être des trucs qui sont pas importants, mais là, pour le coup, c'est super important. Donc, mouvement circulaire uniforme, donc ça on va s'en servir dans toute la suite. Si on ne te le dit pas dans l'exercice, en fait c'est compliqué de résoudre, quoi. En tout cas, en terminale, ce sera toujours mouvement circulaire uniforme. Donc la 2A, c'est déterminer l'expression vectorielle de l'accélération dans le repère de freiné. Alors la plupart du temps, quand on te demande ça, on te demande de faire un schéma. Si on ne te le demande pas, fais quand même le schéma, ce sera plus facile de répondre, je te conseille en tout cas. Donc l'expression vectorielle de l'accélération, ça veut dire qu'on te demande le vecteur accélération, donc A avec une flèche. Donc on y va, on va faire le schéma. Bon, moi j'ai déjà découvert le schéma ici. Bon, là sur le schéma tu vois tout en même temps, mais imagine que tu n'as pas encore le schéma. Et donc je vais te faire les choses petit à petit. Donc en premier, tu vas tracer deux cercles. Donc le premier cercle, ça va représenter la Terre, d'accord? Donc c'est le petit cercle. Alors pourquoi on ne représente pas la Terre seulement par un point? Parce qu'on a besoin de représenter le rayon de la Terre, RT. Donc forcément, il faut la représenter par un cercle. Le deuxième cercle, donc, qui est plus grand, c'est l'orbite du satellite. Voilà. Donc ça te fait deux cercles. Ils sont tous les deux de centre T, donc tu peux placer le point T qui représente le centre de la Terre, et tu peux aussi placer le point S qui représente le satellite. Voilà. Donc pour l'instant, tu as deux cercles, deux cercles et deux points. Ensuite, tu peux tracer une droite donc, qui va du point T à la bordure du cercle extérieur, donc cette droite-là, et dessus tu vas placer deux distances. Donc le rayon RT, donc tu fais bien une flèche ici, une flèche là, RT, le rayon de la Terre, et puis tu vas placer aussi H, c'est-à-dire ça c'est l'altitude du satellite, donc H pour hauteur, tu veux. Donc tu mets bien une flèche ici et une flèche là, donc l'altitude c'est ça, hein. D'accord ? Donc finalement, le rayon de la trajectoire, le rayon de l'orbite, c'est RT plus H. Donc si tu le fais bien sur le schéma, si tu représentes bien RT et H, tu ne peux pas te tromper sur le rayon. Il y a beaucoup d'élèves qui vont mettre que H
parce que c'est finalement l'altitude du satellite, ils vont oublier RT. Si tu fais bien ton schéma, tu vois bien que c'est RT plus H, quoi. Voilà. Ensuite, on te dit, tu vois ici, dans le repère de freiner. D'accord? Donc à un moment donné, il faut le représenter, ce repère. En fait, c'est un repère un peu particulier qui va être accroché, si tu veux, au satellite et qui va tourner avec. Voilà, donc il faut savoir que c'est un repère avec deux axes. Donc on va représenter les vecteurs unitaires de ce repère-là. Tu as UN qui est le vecteur unitaire normal, donc U pour vecteur unitaire, et N pour normal, et UT, donc qui est perpendiculaire à UN, et qui est tangentiel à la trajectoire. Donc T c'est pour tangentiel, tu vois. Alors voilà, il y a certains cours, donc certains profs qui vont noter juste N, donc N vecteur, comme ça, ou alors T vecteur. Moi j'aime pas trop cette notation, je suis pas trop habitué à ça, mais bon, tu t'adaptes à la notation qu'on te demande d'adopter. Voilà. Tu peux mettre le petit angle droit ici si tu veux, c'est pas obligatoire, mais bon, sur ton schéma, il faut bien que les deux vecteurs soient perpendiculaires l'un à l'autre. Tu fais attention que UN il soit bien pointé vers le centre de la Terre, et que UT il soit dans le sens dans le sens du mouvement, d'accord? Là, en fait, si on l'a mis dans ce sens-là, ça veut dire qu'il faut imaginer que le satellite il tourne dans ce sens-là. Voilà. Bon. Tu peux aussi le mettre de l'autre côté, c'est pas un souci. En fait, le vecteur qui va nous intéresser le plus ici, c'est UN. Parce que sur UT, en fait, il va rien se passer. Mais maintenant, on va devoir le justifier. Alors pour l'instant, la force de gravitation, on va pas la mettre. En fait, c'est ça l'avantage d'un schéma aussi, c'est que tu peux le mettre à jour petit à petit, au fur et à mesure de l'exercice. Et en fait, FG, je l'ai rajouté pour répondre à la question 2 petit a. Ok, on continue. Donc déjà, tu vas commencer par dire le mouvement est circulaire. Le mot-clé, là, c'est vraiment circulaire. Donc là, il faut connaître ton cours, si tu veux. Donc, et là, en fait, tu as une expression pour l'accélération, donc qui est à la fois, voilà, tu as une composante sur UN et une composante sur UT. Donc la composante sur UN, c'est V carré divisé par le rayon. Donc comme voilà, sur le schéma, tu as bien représenté RT plus H, donc on sait ce que c'est. Donc tu divises par le rayon. RT plus H, surtout, t'oublie pas RT, comme je t'ai dit tout à l'heure. C'est pas juste V carré sur H. Et plus dV sur dt UT. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle AN. Ça, c'est ce qu'on appelle AT. Donc l'accélération normale et l'accélération tangentielle. Alors là, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir seulement la composante donc AN, portée par UN. Bon, il faut le justifier. Donc c'est avec le fait que le mouvement est uniforme. Donc tu vois, c'était super important qu'on te dise ici circulaire uniforme, parce qu'on a vraiment utilisé les deux. Circulaire d'abord, et uniforme ensuite. Bon, uniforme, qu'est-ce que ça veut dire? Uniforme, ça veut dire V égale constante. Alors si tu veux, avant de dire donc dV sur dt égale 0, tu peux mettre une petite ligne, donc V égale constante, mais sous-entendu, voilà, uniforme, tu es censé savoir que ça veut dire ça, que V égale constante. Bon, à partir du moment où V égale constante, ça veut forcément dire que sa dérivée par rapport au temps, c'est 0. Ça, c'est un truc à savoir aussi en physique. D'ailleurs, en maths aussi, c'est pareil. La dérivée d'une constante, c'est 0. Donc forcément, si tu dérives la vitesse par rapport au temps et que ça fait 0, ça veut dire que ce terme-là fait 0 là. Ce truc-là, donc tu peux l'enlever. Forcément, 0 fois le petit vecteur UT, ça veut dire qu'il ne se passe rien sur l'axe correspondant. Donc finalement, ça veut dire que AT, donc l'accélération tangentielle, c'est un vecteur nul, quoi. Voilà. Donc finalement, tu peux en déduire l'expression de l'accélération, donc l'expression vectorielle, dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme, et c'est A égale V carré divisé par le rayon, RT plus H, et t'oublie pas le petit vecteur UN. Si tu mets pas UN, il y a un souci, parce que d'un côté tu as un vecteur, et d'un côté tu as une norme, d'accord? Donc surtout, t'oublie pas ce petit vecteur. Donc, tout à l'heure, on enlèvera les vecteurs. Si tu enlèves le vecteur d'un côté, dans ce cas-là, tu peux enlever UN. Mais il faut être cohérent, tu peux pas avoir un vecteur d'un côté et une norme de l'autre. Voilà, donc finalement pour récapituler, schéma, et ensuite circulaire uniforme qui te permet de supprimer cette composante-là. C'est sûr qu'il faut absolument connaître cette formule-là, sinon t'as pas de point de départ et t'es bloqué. Voilà. Allez, on passe à la 2B. Donc en appliquant la deuxième loi de Newton,
en déduire l'expression de la vitesse v du satellite en fonction des données. Bon, des fois dans ce genre de questions, on te dit de démontrer que l'expression de v c'est v égale, etc. Bon, là on te donne pas d'indice, du coup on te dit pas ce que tu dois trouver. En même temps, à force de faire ce genre d'exo, tu sais peut-être par cœur l'expression de la vitesse. On te dit aussi, en appliquant la deuxième loi de Newton, donc somme des forces égale ma, donc ça c'est un bon petit indice. Et on te dit en fonction des données. Donc les données c'est mt, g, etc. Allez, on y va. Donc ce qu'il faut savoir, faut pas tomber dans le piège d'appliquer la deuxième loi de Newton directement, parce que bon, si tu es en DS, tu n'auras pas tous les points, et si tu n'es pas en DS, ben, en fait c'est pas quelque chose qu'on fait. Il faut introduire en fait la deuxième loi de Newton. Donc tu vas d'abord parler du système. Bon, même si le système, on sait déjà ce que c'est le satellite, on en parle depuis tout à l'heure, mais il vaut mieux suivre une démarche un peu rigoureuse là. Donc tu vas dire système, entre crochets comme ça tu vas mettre le système, donc le satellite, et tu peux préciser quelques trucs sur ce système, donc sa masse déjà, parce que sa masse tu vas en avoir besoin quand tu vas utiliser la deuxième loi de Newton. Donc si tu dis somme des forces égale ma sans avoir défini petit m, on va comprendre ce que tu fais, mais c'est pas hyper rigoureux, et en plus toi tu peux te planter en te trompant au niveau des masses, parce qu'en fait dans ce genre d'exo il y a plusieurs masses à gérer, donc il vaut mieux que ce soit très clair au niveau de la deuxième loi de Newton. Bon, la masse petit m, c'est parce que c'est la masse du corps le plus petit dans le problème, tu vois le gros corps là c'est la Terre, et le petit corps c'est le satellite, donc on va mettre petit m. Il y a des exos où tu devras mettre ms, enfin tu t'adaptes en fonction de l'exo, de ton prof, etc. De toute façon, cette masse, ensuite, on va la simplifier, donc bon, c'est pas si important que ça. Et son centre de masse, c'est S. Alors, moi ici, j'ai pris la première lettre du système, donc S, tu vois ici, et il faut que ce soit cohérent avec ce que tu as mis sur ton schéma. Voilà, c'est ce point-là, tu vois. On a ramené le satellite à un seul point matériel, qui est le point S. Donc si dans l'énoncé on te dit par exemple on ramène le satellite à son centre de gravité, le point G, bah, tu mettras G sur le schéma, et il faut que ce soit cohérent avec ce point-là, du coup tu mettras centre de masse G. Ok, après le système, donc il te faut le référentiel. Donc ça c'est super important. Donc le référentiel, on en a déjà parlé à la question 1, donc tu vas mettre géocentrique, ça on le savait déjà, mais ce qui est important en fait c'est de bien préciser supposé galiléen, d'accord? Très important pour faire ce genre d'études. Ensuite tu peux passer au bilan des forces, et je te conseille toujours de faire le bilan des forces et le schéma en même temps, parce qu'en fait pour bien définir tes forces, tu as besoin des axes, etc., enfin tu as besoin du schéma quoi. Donc voilà, le schéma, tu l'as déjà fait à la question 2A, et si ça se passe comme ça, que tu as le schéma qui est déjà démarré dans une autre question, bah, en fait, il faut le compléter, enfin je te conseille de faire comme ça, tu complètes le schéma que tu as déjà fait, t'en refais pas un parce que ça fait perdre beaucoup de temps. Donc on va remonter sur le schéma, et on va modéliser la seule force qu'on a dans ce genre de cas, c'est la force de gravitation. Donc moi je l'ai appelée FG, tu peux l'appeler juste F, ça dépend des problèmes. Cette force, elle est portée par le vecteur UN, ici, donc elle est orientée vers le centre de la Terre, c'est une force centripète, on dit. Centrifuge, c'est qui fuit le centre de la Terre, centripète, c'est qui attire, enfin, qui va vers le centre de la Terre. Donc le sens, c'est de S vers T. Voilà. Portée par la droite ST, cette droite-là, c'est là où c'est important d'avoir bien défini tes deux points là, et dirigée de S vers T. Il y a direction et sens. Voilà. Et ensuite, sa norme, il faut connaître une petite formule. Voilà, quand tu définis une force, c'est toujours direction, sens, norme, d'accord? Donc moi je le précise plus quand je fais ce genre de choses, je sais que là je mets direction, la sens et la norme. Si tu veux le préciser parce que c'est pas encore hyper clair pour toi, tu peux mettre direction de point ST, etc. Donc voilà, direction c'est la droite ST, sens de S vers T, et norme, là il faut vraiment que tu connaisses cette formule-là, super importante, donc c'est G, donc la constante de gravitation, fois la masse du satellite, fois la masse de la Terre, divisé par le rayon au carré. Encore une fois, le rayon, t'oublie pas, c'est RT plus H. Alors comme c'est au carré, tu penses bien aux parenthèses, parce qu'il y a pas mal de gens qui oublient ces parenthèses-là. Et en fait, le carré, il se retrouve juste sur le H, quoi. Faut faire gaffe à ça.
Voilà, quand tu as tout ça, ben, tout est OK pour appliquer la deuxième loi de Newton. Hop. Donc, deuxième loi de Newton, ça c'est la loi de la méca, il faut vraiment la connaître par cœur. Voilà, je te la mets en rouge, vraiment celle-là. Super importante. Donc la somme des forces ici, ben, en fait, c'est juste la force de gravitation, donc tu peux remplacer somme des forces par Fg. Fais attention, tu gardes la flèche pour l'instant. Là, je te disais qu'on avait besoin de petit m, tu le vois apparaître ici, donc ça c'est bien la masse du satellite, c'est pas la masse de la Terre, hein, te trompe pas, mais pas mt ici. Ensuite, alors qu'est-ce qui se passe de là à là? Alors c'est là où c'est important d'avoir bien préparé le truc. Tu vois, Fg, on va la remplacer par l'expression qu'on a ici. Donc ça, c'est sa norme, d'accord? Le problème, c'est que là, on a un vecteur, d'accord? Donc tu peux pas remplacer tu peux pas remplacer un vecteur par sa norme, d'accord? Il te manque la direction et le sens. La direction et le sens, elles sont données par le petit vecteur unitaire un, d'accord? Tu peux revenir sur ton schéma, c'est là où c'est important d'avoir un schéma. Donc, le vecteur Fg, tu vois bien qu'il est porté par un, il est dans le même sens que un, donc il ne va pas y avoir de moins, tu vois, c'est plus sa norme un. Donc là, il y a trois infos. Donc la norme. Alors le plus qu'on voit pas, mais en fait, c'est plus un si tu veux qui est là, ou alors le plus tu peux le mettre dedans si tu veux. Donc la norme, le sens, et la direction. Voilà. Si ça avait été dans le sens opposé à un, on aurait eu un moins devant. Et de l'autre côté, ben, le m il bouge pas, et l'accélération, tu vas la remplacer par ce qu'on a trouvé à la question 2a. Donc v carré sur rt plus h, et t'oublies pas, pareil, donc le vecteur un. Il faut bien qu'on ait toujours une égalité vectorielle, donc il faut absolument pas oublier ce vecteur un. Alors là, on va pouvoir passer aux normes. Alors pourquoi? Parce que quand tu as deux vecteurs qui sont portés qui ont la même direction et le même sens, enfin qui ont la même direction, pardon, tu peux simplifier. Voilà, donc tu peux barrer les un. Alors, si tu n'as pas trop l'habitude de faire ça, tu peux le voir autrement. Tu peux le voir comme ça. Donc, G M MT donc sur RT plus H au carré, 0. Alors je vais t'expliquer pourquoi. Donc, égal. Et 0. Alors, si tu préfères cette notation vectorielle là, donc avec les composantes sur UN ici, et les composantes sur UT ici. Donc là, tu vois bien que tu as deux vecteurs qui sont portés par UN. Hop. Voilà, donc UN. Donc forcément, dans le repère à deux dimensions, qu'on le repère dans le repère de Freinet, tu as donc que des composantes sur UN, tu vois. Donc ça c'est la composante de la force de gravitation, la composante c'est la composante de la somme des forces, donc masse fois accélération. Et sur UT, il se passe rien. Donc en fait, la composante sur UT vaut 0, tu vois. Donc 0, 0. Donc là, tu vois bien que tu as ce vecteur-là qui est égal à ce vecteur-là. La seule solution pour que deux vecteurs soient égaux, c'est que leur composante soit égale 2 à 2. Donc ça égale ça, et ça égale ça. Bon là, 0 égale 0, on s'en fiche du coup. On va regarder que ce qui se passe sur UN. Voilà. Donc tu prends en fait la version qui te plaît le plus, qui te parle le plus, et voilà, ça marchera dans les deux cas. Moi je prends la version qui me paraît la plus efficace, en fait, c'est-à-dire la plus rapide et la plus cohérente par rapport à ce qu'on a fait précédemment. Donc tu vois, en faisant ça, en barrant UN, on retrouve qu'avec une égalité de normes, d'accord? Donc là, il y a pas mal de choses qui se simplifient. Tu peux barrer petit m, comme je t'avais dit plus haut. Donc en fait, on simplifie tout ça. Tout ça ne va pas dépendre en fait de la masse du satellite. Ça paraît un petit peu bizarre au début, mais voilà, c'est comme ça. Tu peux simplifier un rayon de chaque côté. D'accord, il va te rester juste RT plus H ici. Et tu peux déjà mettre V carré du côté droit, ça sera plus clair. On fera ça sur l'autre page. Mais donc là, tu vas avoir V carré égal. D'accord, on va éviter d'avoir ce qu'on cherche. Je te rappelle qu'on cherche la vitesse. On va éviter d'avoir ce qu'on cherche à droite, on va le faire passer à gauche, mais tu vas avoir V carré
égale GMT, pardon, divisé par RT plus H. Hop, voilà, c'est ce que tu vois ici. Et ben, pour trouver la vitesse, il te suffit de prendre la racine carrée de ça. Donc ça te fait racine de GMT sur RT plus H. Tu fais attention, bon, si tu l'oublies, c'est pas très grave ça, mais on sait qu'on est en physique, là, la vitesse est positive si tu veux. Mais bon, mathématiquement, tu enlèves quand même un carré, donc en théorie, il pourrait y avoir la solution négative, tu sais, V égale moins racine de machin, parce que quand tu mets ça au carré, on retombe bien sur ça. Voilà, si tu peux y penser, précise-le, c'est un petit détail, mais ça peut être intéressant de le préciser, quoi. Voilà, c'est ce qu'on te demandait, tu vois. Pour l'instant, on ne te demande pas d'application numérique. Voilà, tu vois, juste en déduire l'expression. Donc tu fais attention de ne pas te faire avoir. Si on ne te demande pas d'application numérique, tu ne fais pas l'application numérique parce que ça risque de te faire perdre beaucoup de temps, quoi. Voilà. Alors on enchaîne avec la question 3A. Donc établir l'expression de la période de révolution T du satellite en fonction de RT, H, G et MT. Voilà. Donc sous-entendu, comment on fait pour passer de l'expression de la vitesse à l'expression de la période? Donc là, il te faut un lien entre vitesse et temps. Tu vois, la période, c'est un temps. Bon, là, il faut aussi comprendre que on est dans un mouvement circulaire uniforme, donc la vitesse est constante. On l'a déjà dit à la question 2 petit a. Donc, on va revenir sur le schéma. Alors, à la limite, pour bien comprendre ce qui se passe pour la période, je peux refaire un petit schéma au brouillon, mais là, je vais te l'expliquer sur celui-là. Donc, la période, en fait, ça correspond au temps que va mettre ton satellite pour faire un tour complet. Alors, imaginons qu'il parte d'ici. Bah, voilà. La période, c'est ce temps-là, tu vois. Hop, pour revenir au point de départ. Bon, tu vois que pendant une période, du coup, il a parcouru un périmètre du cercle. C'est une orbite circulaire. Donc, voilà, il va te falloir donner cette distance-là, tu vois. Cette distance-là, c'est le périmètre d'un cercle de rayon, donc RT plus H. Donc 2π, c'est 2πr d'habitude, mais là c'est 2π fois RT plus H. Donc tu vas avoir un satellite qui parcourt une distance de 2π fois RT plus H en un temps t, donc la période, à une vitesse v constante. Et à partir du moment où la vitesse est constante, bah, tu peux utiliser la formule que tu connais depuis très longtemps, V égale D sur T. D'accord ? Donc ça c'est possible que parce que le mouvement est uniforme, à vitesse constante. Donc là tu peux mettre une petite phrase d'intro, qui reprend ce que j'ai dit. Donc en une période T, le système, ou le satellite, parcourt une distance 2π RT plus H. Donc là on comprend que tu as compris que voilà, la distance parcourue c'est le périmètre d'un cercle, quoi, à une vitesse V, à une vitesse constante V. Donc il faut bien que tu mettes constante, voilà, ça c'est important. Si la vitesse n'est pas constante, on ne peut pas appliquer la petite formule V égale D sur T. Voilà, moi je suis passé directement à l'expression de la période, mais regarde, c'est à V égale D sur T. Alors d'habitude, tu as peut-être l'habitude avec petit t, mais là on va mettre grand T. Donc ici, alors je vais te mettre la formule que tu connais, voilà, avec petit t. Donc ici, c'est 2π RT plus H. Ici, le petit t de d'habitude, c'est grand T, la période. Donc tu vois, tu as V égale 2π RT plus H sur T. Donc si tu veux renverser ça, ça te donne ce qu'on obtient à côté, c'est-à-dire tu fais un produit en croix, tu peux mettre ta vitesse sur 1 si tu veux, et donc tu fais ça fois ça égale ça fois ça, ou alors si tu veux la période, toi tu veux ça, hein. Donc tu fais ça fois ça divisé par ça, voilà, donc ça te fait 2π RT plus H fois 1, donc fois rien du tout, divisé par V. Donc c'est ce qu'on obtient ici. Voilà, donc ce que j'ai fait à droite, là, tu peux te le faire au brouillon, et si tu veux, tu peux donner la formule pour la période directement. Donc voilà. Maintenant, il faut aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire que là, c'est juste, hein, tu pourrais t'arrêter ici, tu as bien exprimé donc, la période en fonction des données de l'énoncé, mais là, on te précise bien en fonction de ces données-là, tu vois, RT, HG, etc. Donc sous-entendu, on attend de toi qu'à partir de là, tu remplaces V par l'expression que tu as trouvée juste avant. Allez, on y va. Donc, ça fait un gros truc, mais
On va simplifier un peu. Donc tu remplaces V par racine de GMT sur RT plus H. Hop, bon alors encore plus gros. Alors qu'est-ce qui s'est passé de là, là? Alors, quelque part, tu pourrais t'arrêter ici et tu aurais juste, hein, là tu as bien la période qui dépend de toutes les données de l'énoncé, mais en fait, tu risques de ne pas avoir tous les points si tu es en DS parce qu'on attend de toi que tu simplifies cette expression. Et donc pour la simplifier, c'est pas tout à fait évident la première fois que tu le fais, quoi. Donc, tu as une racine en bas, tu n'as pas de racine en haut. Donc le truc, c'est de mettre tout ça. Alors le 2pi, en fait, tu le sors. Hein. On va le sortir, on va le mettre devant. Et en fait, tu vas mettre le RT plus H aussi sous la racine. Donc tu vas utiliser la petite règle de calcul, donc racine de A sur racine de B égale racine de A sur B. Voilà. Donc si tu arrives à mettre ça sous la forme d'une racine, bah, tu pourras dire que c'est racine de A sur racine de B, et tu pourras tout mettre sous une grosse racine. Alors, si tu veux passer RT plus H sous la racine alors qu'il n'y est pas, bah, en fait, d'abord tu le mets au carré, et ensuite tu le mets sous la racine. Regarde, ça c'est bien égal, alors je vais décaler ça. Ce truc-là, là, c'est bien égal à RT plus H au carré, racine. D'accord? Bon, tu vois, la racine et le carré, en fait, se simplifient, donc tu peux les mettre comme ça, et puis, en fait, on dirait que ça sert à rien, mais ça te permet de faire apparaître une racine en haut, et du coup, d'utiliser cette petite règle-là pour tout regrouper sous la racine. Voilà, donc ça donne ce truc-là. Voilà, et donc là, tu peux pousser un petit peu plus le calcul, pour arriver à l'expression que tu connais peut-être déjà dans ce chapitre-là pour la période, et qu'on te redonne parfois dans la question on te demande de dire, voilà, démontrer que t est égal à 2pi, etc. Là, on le fait pas. Bon, du coup, c'est à toi d'y arriver, tout seul. Là, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, tu prends ça, et tu vas multiplier par l'inverse. Donc tu fais fois. Tu sais, quand tu divises par un quotient, tu multiplies par l'inverse. Donc fois RT plus H sur GMT. Et tu vas te retrouver avec RT plus H au carré fois, encore une fois, donc au cube du coup, et divisé par GMT. Donc c'est ce que tu vois ici. Voilà. Surtout, oublie pas le 2pi en haut, parce qu'il y a des élèves qui arrivent à bien à faire apparaître le cube en haut, tout ça, puis ils perdent le 2pi, on sait pas pourquoi. Donc fais attention. Voilà, pour l'application numérique, ça sera à la question d'après, donc on peut s'arrêter là. Alors on enchaîne avec la 3B, donc calculer la valeur de, il manque un petit 2 là, cette période t en secondes, puis la convertir en heures. Donc en secondes d'abord parce que c'est l'unité du système international, donc l'unité officielle si tu veux, et on te demande, voilà, souvent dans ce genre de questions, de la convertir en heures parce que c'est plus parlant, quoi. Donc c'est parti, en fait c'est juste une application numérique qu'on te demande. Si tu as trouvé la bonne expression au-dessus, il ne devrait pas y avoir beaucoup de soucis. Il faut juste faire attention aux unités. Alors encore une fois, n'oublie pas le 2pi, il y a beaucoup d'élèves qui l'oublient en cours de route, ce 2pi là. Donc on va remplacer RT par 6370 et H par 20200. Donc ces deux infos, tu les as ici. Hein. Donc c'est là où c'est pas mal d'avoir surligné les données chiffrées, tu vois, 6370, 20200. Par contre, tu fais gaffe, c'est en kilomètres. Donc là, voilà, dans ce genre de problème, souvent, les élèves oublient que c'est en kilomètres, donc il faut passer en mètres, donc fois 10 puissance 3. Donc c'est ce que tu vois ici, en fait, c'est 6370 fois 10 puissance 3 et 20200 fois 10 puissance 3, donc pour pas le répéter deux fois, j'ai mis en facteur 10 puissance 3, tu vois, tu peux faire comme ça pour aller plus vite. Tu mets bien ces parenthèses-là autour pour mettre au cube, d'accord? Il faut que le cube, il affecte tout ça, alors fais attention. Et tu divises par G, donc G c'est donné, hein, 667 10.11, et la masse de la Terre c'est donné aussi. Donc là tu vois, il n'y a pas le même nombre de chiffres significatifs, donc ça arrive souvent ça. Là t'en as 5, là t'en as 4, là t'en as 3, là t'en as 3, donc tu vas être limité par 3 dans ce genre de calcul. Donc multiplication, division, tu es limité par le nombre de chiffres significatifs le plus petit, d'accord? Donc voilà, parce que tu es en bas, donc 3. Donc tu peux faire cette application numérique, tu y vas doucement dans la calculatrice parce que là, il y a beaucoup d'élèves qui ont ça juste, mais qui ont le résultat faux.
c'est parce que soit ils vont trop vite, soit ils font tout d'un coup. Voilà, donc divise en petits morceaux si tu as besoin. Donc tu fais d'abord par exemple le haut, ensuite tu mets au cube, ensuite tu divises par tout ça, ensuite tu fais la racine, et ensuite n'oublie pas de multiplier par 2π. Voilà, ça devrait te donner 4,31 10 puissance 4 secondes. Donc tu vois, quand on voit un truc comme ça, c'est pas très parlant, même si c'est le système d'unité internationale. Donc on va te demander de passer en heures, et tu devrais trouver 12,0 heures. Alors le virgule 0, tu l'oublies pas, parce que si on veut rester cohérent, il faut rester sur 3 chiffres significatifs. Voilà. Alors juste une petite précision par rapport à la 3B. Je t'ai pas dit comment on passait de là à là. En fait, de seconde à heure, il faut diviser par 3600. Alors, tu le sais peut-être déjà, mais bon, dans ce cas-là, tu tombes sur un résultat un petit peu, qui est pas évident à arrondir. Donc je te rappelle, il ne faut pas donner trop de chiffres significatifs. Là, tu en as 3, donc là, il t'en faut 3 aussi. Là, par exemple, si tu donnes ça, tu en as 5, tu vois. Alors, si tu prends le 8 et que tu arrondis le 7, ça te fait 8, d'accord? Donc tu en as toujours 4, donc il y en a un de trop. Donc tu prends le 8 et tu arrondis le 9. Alors, le problème, c'est quand tu arrondis 9, ça fait 10, d'accord? Donc ça te fait 0 ici. Et la retenue, en fait, il faut que tu la propages jusque là, quoi. Ça te fait 12,0. Voilà, et là, tu as bien 3 chiffres significatifs. Allez, on passe à la 3C. Donc, déterminer le nombre de tours qu'un satellite GPS fait autour de la Terre en un jour, soit 23h56. Donc là, pardon, petite précision. Donc si on ne te dit rien en un jour, point, tu peux prendre 24 heures, d'accord? Là, on veut que tu utilises donc la valeur plus précise de 23h56, parce qu'un jour, en vrai, ça fait pas exactement 24 heures. Voilà, donc attention, dans les calculs, là c'est un petit peu pour te tester, même si les deux valeurs sont très proches, finalement on va trouver quasiment le même résultat. C'est un petit peu pour te faire vérifier que tu sais faire les conversions heure-minute à décimale, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui vont écrire 23h56 égale 23,56 heures, comme s'il y avait une correspondance entre 56 minutes et 0,56 heures, tu vois. Donc c'est pas du tout le cas, parce que sur un cadran, il y a 60 minutes, mais pour passer de 0 à 1, par exemple, il y a 100 centièmes, tu vois, d'une unité à l'autre. Il faut faire attention à ça. Donc ça va te donner 23,93. En fait, ça c'est 23. Donc c'est le 23 que tu retrouves là et là, ça bouge pas. Et plus 0,93 heures. Bon, comment on trouve ce 0,93? Il faut que tu fasses un petit produit en croix. Il faut que tu regardes, donc 60 minutes sur le cadran, ça correspond à 100 centièmes en décimale, d'accord? Toi, ce que tu veux savoir, c'est 56 minutes, à quoi ça correspond? Un point d'interrogation, et du coup, tu fais ton petit produit en croix, 56 fois 100 divisé par 60, et ça te fait 0,93. Voilà. Donc ce 23,93, du coup, c'est cette valeur-là qu'il faut que tu utilises, parce que si tu utilises 23,56, là par contre, on va détecter à la correction que du coup, tu as fait une erreur, quoi. Alors, le nombre de tours, là je l'ai appelé n directement, parce que nombre de tours, tu vois, tu peux l'appeler t pour tour, mais ça faisait 2t, tu vois, petit t, mais c'était un peu ambigu, donc prends plutôt n pour nombre. Si tu veux vraiment préciser ce que c'est ce n, tu peux mettre soit n, le nombre de tours, machin, etc., mais ça fait une phrase un petit peu longue. Donc voilà, moi j'essaie de te donner la rédaction la plus efficace. Donc à mon avis, il n'y a pas d'ambiguïté, là on sait de quoi tu parles, donc n égale 23,93 sur t. Alors d'où vient cette petite formule? En fait, tu as trouvé que la période c'était 12 heures, d'accord? Donc je te rappelle, on va revenir sur le petit schéma là. Ça veut dire que le satellite, il fait ça, d'accord, en 12 heures. Ok. Bon, qu'est-ce qui se passe en 24 heures du coup? Ça veut dire que si tu as 24 heures devant toi, c'est 2 fois 12 heures, d'accord? Donc là, en fait, le calcul est faisable de tête, parce que si on arrondit à 24, hein. Donc, un tour, 12 heures, 2 tours pour 24 heures, d'accord? Donc forcément, ici, c'est pas tout à fait 24 heures, c'est 23,93, mais voilà. On va trouver quasiment 2, tu vas voir. Donc si tu veux, pour simplifier un petit peu le calcul, tu peux marquer au brouillon donc 24 sur t. En fait, on prend la durée d'un jour et on va diviser par la période.
Voilà, et ça te donne donc ce que je te disais, donc 23,93 divisé par 12,0, tu reprends la valeur qu'on a trouvée à la 3B, et ça te donne 1,99 tours. Voilà. Donc la différence, c'est que voilà, si tu prends 24 heures pile poil, tu vas trouver 2 tours pile poil, parce que 24 divisé par 12, forcément, ça fait 2 tours. En prenant la valeur plus précise de 23h56 et en faisant comme il faut la conversion heure-minute décimale, tu trouves 1,99. Alors, ce que je te disais là, c'est que si tu te plantes et que tu prends 23,56, tu vas pas tomber sur ce résultat-là et on va voir que tu t'es planté au niveau de la conversion. Voilà, fais attention à tout ça. Cette question-là, elle a l'air facile, mais elle n'est pas tant que ça en fait. Et voilà, on est arrivé à la fin de cet exercice. Donc, c'est vraiment un exercice classique sur le chapitre mouvement dans un champ de gravitation. Donc, je te conseille de le bosser jusqu'à que tu le comprennes bien. N'hésite pas à reprendre la correction vidéo plusieurs fois pour bien comprendre ce qui se passe. Et si éventuellement, même avec le cours vidéo, tu as toujours des petites questions, des petits doutes, etc., n'hésite pas à me contacter sur mon site et à me demander voilà, des petites précisions pour que je te débloque si tu as besoin. Voilà, moi je te dis à bientôt sur le site, sur YouTube, dans la prochaine vidéo, peu importe, mais je te dis à bientôt.